À peine ma boulangerie de rêve remboursée, mon frère et mes parents ont débarqué, exigeant 50% des parts. Ça appartient à la famille. Ont-ils insisté? Ma réponse l'a laissé en larmes. Après 5 années exténuantes, j'ai enfin effectué le dernier versement pour ma pâtisserie. Le champagne de célébration pétillait encore lorsque la clochette au-dessus de la porte a retenti. Mon frère Théo se tenait là, flanqué de nos parents, serrant un dossier de documents juridiques. Nous sommes une famille, Chloé. Une famille partage ses réussites, a-t-il annoncé en faisant glisser des papiers sur mon comptoir. Un accord de partenariat, transfert de 50% des parts. Mes parents ont hoché la tête en signe d'approbation. Ça appartient à la famille, a insisté ma mère. Mes mains tremblaient, mais pas ma voix lorsque j'ai prononcé les mots qui ont laissé mon frère en larmes. J'ai grandi en regardant mes parents aduler mon frère Théo. Tandis que je grattais pour des fournitures scolaires et que j'économisais l'argent de mes babysitting pour des vêtements, mes parents ont acheté une voiture à Théo pour ses 18 ans. Quand j'ai demandé de l'aide pour mes dossiers d'inscription post-bac, maman m'a dit qu'il mettait de l'argent de côté pour les frais de scolarité de l'école de commerce de Théo. C'était notre dynamique familiale, Théo recevait, et j'apprenais à subvenir à mes propres besoins. Notre maison à Rouen n'était pas grande, mais elle m'a toujours semblé suffocante. Mon père travaillait comme directeur d'agence bancaire et ma mère enseignait en école primaire. Il n'était pas riche, mais il trouvait toujours un extra pour Théo. Quand il a accidenté sa voiture 3 mois après l'avoir eue, ils l'ont remplacé sans hésitation. Quand j'ai eu besoin de 30 € pour une sortie scolaire, j'ai dû promener les chiens de la voisine. La pâtisserie est devenue mon sanctuaire à l'âge de 12 ans. Ma grand-mère Agnès m'a appris à faire sa fameuse tarte aux pommes lors d'une visite estivale. La précision du dosage des ingrédients, la science de la température et du temps, tout cela me donnait un contrôle alors que tout le reste semblait chaotique. Chaque succès en cuisine renforçait une confiance que ma famille sapait constamment. Théo a abandonné ses études 2 fois et mes parents ont couvert ses dettes à chaque fois. Quand il a décidé de s'essayer à l'immobilier, ils se sont portés garants pour un prêt pour son premier investissement. Le bien est resté vacant pendant 8 mois avant qu'il ne le vende à perte. Quand j'ai obtenu mon baccalauréat avec mention très bien, ma célébration a été un dîner pizza dont mon père s'est plaint qu'il coûtait trop cher. Le jour de mes 18 ans, j'ai mis tout ce que je possédais dans ma vieille Peugeot 206 rouillée. Tout ce que j'avais, c'était 237 €, une boîte de fiches de recettes de ma grand-mère, décédée l'année précédente, et la détermination de ne plus jamais dépendre de personne. Ma mère semblait presque soulagée de me voir partir. Mon père m'a donné un billet de 20 € et m'a tapoté l'épaule maladroitement. Théo n'est même pas rentré pour l'occasion. Les premiers mois ont été brutaux. J'ai loué une chambre dans une maison avec 4 autres filles, toutes des étudiantes en difficulté. Le jour, j'étais serveuse dans un petit restaurant où le gérant retirait 1 € de mon salaire chaque fois qu'un client se plaignait, que ce soit de ma faute ou non. Le soir, je nettoyais des bureaux et le week-end, je faisais des extras pour un traiteur qui nous payait en liquide et nous exploitait comme des bêtes de somme. Je me suis inscrite au programme de pâtisserie de l'IUT, contractant des prêts qu'aucune jeune de 18 ans ne devrait avoir à envisager. Je me suis spécialisé dans les arts de la pâtisserie et j'ai excellé malgré mon épuisement. Pendant que mes camarades se plaignaient des cours du matin, j'étais déjà debout à 4h30 pour préparer le petit déjeuner au restaurant avant les cours. Les cuisines professionnelles n'étaient pas tendres avec les femmes. Mon premier emploi de pâtissière après avoir terminé le programme était au Bellini, un restaurant italien chic du centre-ville. Le chef, Dominique, se tenait trop près, soufflant dans mon cou pendant que je travaillais. La pâtisserie, c'est délicat. Comme les femmes, disait-il, ses doigts effleurant les miens alors qu'il ajustait ma technique de pochage. J'ai enduré parce que j'avais besoin de l'expérience. Le sous-chef, Alain, était pire. Il cachait mes outils, modifiait la température de mon four quand je ne regardais pas et s'attribuait le mérite de mes desserts du jour auprès du propriétaire. Quand je l'ai confronté, il a ri. Personne ne va croire une petite nana plutôt que moi. Ça fait 8 ans que je suis là. Tout a changé quand Hélène a été embauchée comme nouvelle directrice générale. Elle a surpris Alain en train de saboter mes soufflés au chocolat avant un dîner VIP et l'a renvoyé sur le champ. Plus tard cette nuit-là, après le service, elle s'est assise avec moi dans le restaurant vide. « Vous avez un vrai talent, Chloé », a-t-elle dit en faisant tourner son vin. Mais le talent ne suffit pas dans ce métier. Il vous faut votre propre endroit, où personne ne pourra s'attribuer le mérite de votre travail ou vous freiner. J'ai à peine de quoi payer mon loyer, ai-je ri.
Ouvrir une pâtisserie demande un capital que je n'ai pas, alors vous économisez, a-t-elle dit simplement. Chaque centime, chaque jour, et vous planifiez. Pendant les 4 années suivantes, j'ai vécu comme une nonne. J'ai travaillé sous les ordres du chef Marc, qui me payait moins que ce que je méritais mais m'a tout appris sur la gestion efficace d'une cuisine. J'ai pris du travail supplémentaire le week-end pour des mariages et des événements privés. J'ai déménagé dans un appartement moins cher dans un quartier douteux et j'ai vendu ma voiture, prenant le bus pour tous mes déplacements. Chaque euro de libre allait dans mon fonds pour la pâtisserie. À 24 ans, j'avais économisé 48 000 euros. Ce n'était pas assez, mais quand j'ai vu le panneau à louer sur une devanture délabrée de la rue des Tanneurs, quelque chose a fait tilt. Le quartier n'était pas à la mode, principalement des prêteurs sur gage et des magasins discount, mais le loyer était à ma portée, et l'espace avait été une sandwicherie, donc l'infrastructure de base existait. J'ai démarché 6 banques avec mon business plan. 6 chargés de clientèle, tous des hommes, m'ont patiemment expliqué pourquoi mon concept ne fonctionnerait pas. L'emplacement est problématique, a dit l'un. Un autre a mis en doute mes capacités de gestion à mon âge. L'un d'eux a même suggéré que je trouve un partenaire masculin avec plus d'expérience qui pourrait diriger l'opération. Le 7e endroit que j'ai essayé était une agence locale du Crédit Mutuel. La chargée de clientèle, Danielle, a vraiment lu mon business plan. Elle m'a posé des questions difficiles sur mes prévisions, ma stratégie marketing, mes plans d'urgence. Après 2 réunions et une visite sur place, elle a approuvé un prêt à 14% d'intérêt, un vol qualifié, mais ma seule option. Les 3 mois suivants ont été un tourbillon de permis, d'inspection et de rénovation. J'ai fait tout ce que je pouvais moi-même, peignant les murs jusqu'à 3 heures du matin, installant des étagères, rénovant des vitrines que j'avais achetées d'occasion. Ce que je ne pouvais pas faire moi-même, je l'ai troqué. J'ai conçu un gâteau de mariage pour la fille de l'électricien en échange du recablage de la cuisine aux normes. J'ai fourni 6 mois de pâtisserie au bureau du plombier pour son travail sur les anciennes canalisations. Le jour de l'ouverture a été un désastre aux proportions épiques. Le four principal a décidé de commencer à fluctuer en température, brûlant une fournée de croissants et ne cuisant pas assez la suivante. Mon fournisseur de farine m'a livré de la farine tout usage au lieu de la farine de gruau. Et pour couronner le tout, un orage violent a inondé la rue, tenant à l'écart tous les clients sauf les plus déterminés. J'ai vendu exactement 84 euros de produits de boulangerie ce jour-là, pour 1000 euros de frais généraux. J'ai fermé la porte à l'heure de la fermeture, je me suis assise sur le sol de ma cuisine et j'ai pleuré pendant exactement 6 minutes. Puis je me suis levé, j'ai recalibré le four, j'ai appelé le fournisseur de farine et j'ai commencé la préparation pour le lendemain. Lentement, j'ai construit une petite mais fidèle clientèle. Les navetteurs du matin s'arrêtaient pour un café et mes brioches signature, les tourbillons matinaux. Quelques entreprises voisines commandaient des plateaux de biscuits pour les réunions. La factrice du quartier a amené ses amis. Après 2 mois, j'atteignais le seuil de rentabilité, couvrant à peine les coûts et les remboursements de prêts. C'est à ce moment-là que mon propriétaire, Gérard, est arrivé avec la nouvelle qui allait devenir le premier véritable test de mon entreprise. J'augmente le loyer, a-t-il annoncé, sans même prendre la peine de s'asseoir, à partir du mois prochain. Ce n'est pas possible, ai-je dit, en lui montrant notre bail. Nous avons un taux fixe pour la première année. Il a souri avec condescendance. Il y a une clause sur les ajustements du marché. Ce quartier s'embourgeoise grâce à des commerces comme le vôtre. Le marché a changé. J'ai regardé autour de moi les devantures vides des 2 côtés de ma pâtisserie. S'embourgeoise ? Je suis le seul nouveau commerce de ce pâté de maison. Et vous l'avez rendu si agréable, a-t-il dit, passant son doigt sur mon comptoir. Les gens le remarquent. J'ai eu d'autres parties intéressées qui se sont renseignées sur l'espace. À moins que vous ne vouliez de la concurrence juste à côté, vous accepterez les nouvelles conditions. Il a fait glisser un papier sur le comptoir. Mon loyer doublerait avec effet dans 30 jours. Mon cœur s'est serré en réalisant que cela pourrait couler mon entreprise à peine à flot avant qu'elle n'ait vraiment eu la chance de nager. Je ne pouvais pas me permettre un avocat, mais je ne pouvais pas non plus me permettre l'augmentation de loyer. J'ai passé 3 nuits à faire des recherches sur les droits des locataires et j'ai découvert que l'Association des petits commerçants de Rouen avait un programme d'aide juridique. Leur avocate bénévole, Jeanne, a examiné mon bail et a découvert que la clause d'ajustement du marché de Gérard était en fait limitée à une augmentation annuelle maximale de 10%, et non les 100% qu'il exigeait.
Jeanne a rédigé une lettre citant les sections pertinentes du bail et les lois nationales sur la protection des locataires. Gérard a reculé, mais a clairement fait savoir qu'il n'était pas content. N'attendez aucune faveur de ma part, a-t-il prévenu en partant avec son avis d'augmentation révisé, maintenant à seulement 9,5%, mais toujours 300 € supplémentaires que je n'avais pas budgétisés. Pour couvrir l'augmentation, j'ai pris une deuxième hypothèque sur mon minuscule studio. Le stress des paiements me tenait éveillé la nuit. Mais pendant ces heures d'insomnie, j'ai développé une nouvelle recette qui finirait par aider à sauver l'entreprise, mon tourbillon matinal. C'était à la fois un croissant et un pain à la cannelle, infusé de zeste d'orange et garni d'un glaçage au pamplemousse rose qui durcissait en une coque délicate. Le premier week-end où je les ai proposés, ils ont été vendus en moins de 2 heures. Le mois suivant, j'avais des clients qui faisaient la queue avant l'ouverture, les demandant spécifiquement. Une blogueuse culinaire locale les a mentionnés, et soudain, des gens traversaient la ville pour les goûter. Juste au moment où les affaires reprenaient, la ville a annoncé un grand projet d'infrastructure. Ils allaient remplacer les conduites d'eau et d'égouts sur tout mon pâté de maison, avec des travaux estimés à 3 ou 4 mois. Le jour où les barrières ont été installées, bloquant le trottoir et les places de parking devant mon magasin, mes ventes ont chuté de 80%. La panique s'est installée alors que je regardais les clients s'approcher des travaux, avoir l'air confus et repartir. À midi, j'avais fait exactement 2 ventes. Je ne pouvais pas survivre 4 mois comme ça. Cette nuit-là, assise avec mes états financiers étalés sur la table de ma cuisine, j'ai calculé combien de temps je pouvais rester ouverte avec un revenu minimal. La réponse était troublante, moins de 6 semaines. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une idée. Si les clients ne pouvaient pas venir à ma pâtisserie, peut-être que ma pâtisserie pourrait aller à eux. J'ai conçu un prospectus spécial travaux offrant la livraison gratuite aux entreprises dans un rayon d'1 kilomètre pour les commandes de plus de 25 €. J'ai passé mon après-midi à marcher jusqu'à chaque immeuble de bureaux, salons, boutiques et restaurants du quartier, me présentant et laissant des prospectus. La réponse a été meilleure que ce que j'aurais pu espérer. À la fin de la semaine, j'avais des commandes permanentes de 8 entreprises. Le cabinet comptable de la rue Victor Hugo commandait des viennoiseries pour leur réunion du lundi. Le salon de coiffure à 3 pâtés de maison voulait des biscuits pour ses clients tous les après-midi. J'ai commencé à arriver à 4 heures du matin pour cuire, puis je passais 2 heures à livrer avant de retourner gérer les clients de passage qui se faufilaient à travers les travaux. J'étais épuisé mais je survivais, jusqu'à ce que les services d'hygiène se présentent. L'inspecteur a montré des taches d'eau sur mon plafond, résultat de la plomberie ancienne de l'appartement au-dessus de ma boutique. C'est une infraction, a-t-il expliqué. Vous ne pouvez pas opérer avec une contamination potentielle venant d'en haut. J'ai appelé Gérard immédiatement. C'est un problème de bâtiment, ai-je expliqué. Vous devez réparer la plomberie à l'étage. Ce n'est pas dans mon budget ce trimestre, a-t-il répondu. Vous devrez vous en occuper ou faire face à une fermeture administrative. Les réparations ont coûté 4 300 €, de l'argent que je n'avais absolument pas. J'ai maximisé ma dernière carte de crédit et j'ai engagé le plombier, qui a secoué la tête avec sympathie en travaillant. Votre propriétaire est un sacré numéro, a-t-il marmonné. Ces tuyaux auraient dû être remplacés il y a des années. Le lendemain de ma réouverture, après l'approbation des services d'hygiène, j'ai remarqué qu'une nouvelle enseigne était en cours d'installation à 2 pâtés de maison. Pâtisserie d'Ourève, lisait-on sur l'auvent bleu vif. Une silhouette familière dirigeait l'installation, Alain, le sous-chef qui avait saboté mon travail au Bellini. J'ai essayé de me convaincre que c'était une coïncidence, mais en une semaine, il est devenu clair que ce n'était pas le cas. Son menu présentait des articles étrangement similaires aux miens, y compris une torsade du matin qui était une piètre imitation de mon tourbillon matinal. Ses prix étaient fixés juste en dessous des miens, et il avait somehow obtenu les adresses e-mail de plusieurs de mes clients réguliers, leur offrant des promotions d'ouverture. J'ai appris plus tard, par les ragots du métier, qu'Alain avait suivi ma progression et nourrissait une rancune depuis qu'Hélène l'avait renvoyé. Il attendait que je prouve qu'une pâtisserie pouvait réussir dans ce quartier avant d'ouvrir son commerce concurrent. Le mois suivant a été le point le plus bas jusqu'à présent. Avec les travaux bloquant toujours l'accès facile à ma boutique et Alain débauchant activement mes clients, mes ventes ont chuté. J'ai réduit les heures de mon personnel à juste moi-même, travaillant 20 heures par jour. Je dormais sur un lit de camp dans mon bureau pour gagner du temps sur les trajets. Je ne mangeais que des pâtisseries endommagées qui ne pouvaient pas être vendues. Un mardi particulièrement mauvais,
j'ai fait exactement 67 € de toute la journée. Après la fermeture, je me suis de nouveau assise sur le sol de ma cuisine, pleurant cette fois bien plus longtemps que 6 minutes. J'étais sur le point d'appeler ma chargée de clientèle pour discuter des options de faillite quand mon téléphone a sonné avec une notification. Un client avait identifié ma pâtisserie dans une publication sur les réseaux sociaux. J'ai traversé l'enfer des travaux pour ces tourbillons matinaux à la pâtisserie de Chloé et je le referai demain. Ça vaut chaque effort. Pâtisseriers de l'île déserte, soutenez les petits commerces. La publication avait déjà été partagée des dizaines de fois. Quelque chose a fait-il dans mon cerveau épuisé. J'avais essayé de surmonter mes obstacles, les travaux, la concurrence, mais si je les adoptais plus tôt? Si je les transformais en une partie de mon histoire? Le lendemain matin, j'ai pris des photos de moi en train de livrer des pâtisseries tout en naviguant dans les travaux en bottes de pluie et avec un casque de chantier emprunté à un ouvrier sympathique. J'ai partagé des histoires de la lutte pour maintenir la pâtisserie en vie malgré les défis. J'ai créé une carte de fidélité aux survivants des travaux. Après 10 achats, les clients recevaient un tourbillon matinal gratuit et un biscuit en forme de casque de chantier. Les gens ont répondu à l'authenticité. Mon nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux a augmenté, et avec lui, mes commandes de livraison. Plusieurs blogs culinaires locaux ont repris l'histoire de la pâtissière déterminée luttant contre les obstacles. Une blogueuse particulièrement influente, Manon, a écrit un article intitulé « La petite boulangerie courageuse », soulignant non seulement mes pâtisseries, mais aussi la persévérance derrière elles. Dans un monde de chaînes alimentaires d'entreprise, écrivait-elle, la pâtisserie de Chloé nous rappelle ce que signifie construire quelque chose de réel, une pâtisserie à la fois. Les affaires se stabilisaient enfin. Les travaux étaient dans leur phase finale, et ma nouvelle approche marketing fonctionnait. La pâtisserie d'Alain, qui avait ouvert en grande pompe mais livrait des produits de qualité inférieure, voyait déjà son trafic diminuer. Je venais de payer mon prêt à temps pour le 3e mois consécutif et je me permettais de respirer un peu plus facilement. Puis est survenue la rupture de la canalisation d'eau principale. C'est arrivé à 2 heures du matin. L'infrastructure vieillissante que la ville s'efforçait de remplacer a finalement cédé complètement, envoyant des milliers de litres d'eau se déverser dans la rue. Ma pâtisserie, située dans une légère dépression de la chaussée, en a subi le plus gros impact. L'alerte d'urgence m'a réveillé dans mon appartement et je suis arrivé pour trouver de l'eau s'écoulant par ma porte d'entrée. À l'aube, la ville avait réparé la rupture, mais les dégâts étaient catastrophiques. Mes vitrines sur mesure, ma machine à expresso soigneusement économisée, mes pétrins industriels, tout était détruit. Le sol devait être entièrement remplacé, et les murs avaient absorbé l'eau jusqu'à 1 mètre de hauteur. Le total des dommages, 43 000 €. J'ai immédiatement déposé une demande d'indemnisation auprès de mon assurance, pour ne recevoir une lettre de refus que 5 jours plus tard. La police excluait les cas de force majeure, et apparemment, une rupture de canalisation d'eau principale était qualifiée d'intervention divine plutôt que de négligence municipale. Quand j'ai appelé la compagnie d'assurance, l'expert était sympathique mais ferme. Vous pourriez essayer de poursuivre la ville, a-t-il suggéré. Mais honnêtement, ils invoqueront l'immunité et vous perdrez de l'argent en frais de justice. Debout dans ma pâtisserie détruite, entouré des ruines de 5 ans de sacrifices et de journées de 18 heures, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Je n'avais plus de combativité. Plus de crédit à maximiser, plus de prêts à contracter, plus de coins de ma vie à rogner. J'étais fini. J'ai passé cette nuit dans l'arrière-boutique, la seule partie sèche du bâtiment. Je ne pouvais pas me permettre un hôtel. Et d'une certaine manière, retourner à mon appartement me semblait être une admission de défaite. J'étais allongé sur un lit de fortune fait de tapis de cuisson, faisant défiler des photos de ce qu'était ma pâtisserie à peine 24 heures plus tôt. Vers minuit, mon téléphone s'est allumé avec un message de Manon, la blogueuse culinaire. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. C'est plus qu'horrible. Que peut faire la communauté pour aider? J'ai commencé à taper, rien. C'est fini. Mais je me suis arrêté. Mes doigts planaient au-dessus de l'écran. 5 ans à me battre pour ce rêve, et j'étais sur le point de l'abandonner avec un SMS. La voix de ma grand-mère a résonné dans ma mémoire. Chloé, la pâtisserie, c'est comme la vie. Parfois, le four est trop chaud. Parfois, tes ingrédients ne sont pas parfaits, mais tu ajustes et tu t'adaptes. Tu ne jettes jamais toute la fournée. J'ai besoin de reconstruire, ai-je tapé à la place, mais je n'ai pas les ressources. La réponse de Manon a été immédiate. Laisse-moi passer quelques appels.
Le lendemain à midi, Manon avait organisé une collecte de fonds communautaires. Des restaurants locaux ont proposé d'organiser des ventes de pâtisserie avec des recettes que je fournissais. 3 cafés concurrents ont fait don des bénéfices de leur journée. Une page de financement participatif a été mise en ligne avec un objectif de 15 000 €. Pas assez pour tout couvrir, mais assez pour commencer les réparations. La communauté de Rouen a répondu avec une générosité inattendue. Des clients réguliers ont partagé des histoires de gâteaux d'anniversaire que j'avais faits, de viennoiseries qui avaient égayé des journées difficiles, de la fois où j'étais resté ouverte tard pour fournir des cupcakes d'urgence pour un événement scolaire oublié. La fille du plombier avec qui j'avais fait du troc a organisé un concert caritatif dans le parc. En 2 semaines, la campagne a récolté 22 000 €. Ce n'était pas les 43 000 € dont j'avais besoin, mais c'était assez pour commencer à reconstruire. J'ai contracté un autre prêt à taux d'intérêt élevé pour couvrir le reste, ajoutant à ma dette déjà substantielle. Mais maintenant, j'avais quelque chose que je n'avais pas eu avant, la preuve que ce que j'avais construit comptait pour des gens au-delà de moi-même. Je ne pouvais pas me permettre de louer un autre endroit pendant les rénovations, alors j'ai emménagé de façon permanente dans mon arrière-boutique, installant une petite plaque chauffante et une douche dans le placard de service. Pendant 3 mois, j'ai vécu au milieu de la poussière de construction et du bruit constant des réparations. Chaque centime est allé au remplacement de l'équipement et à la reconstruction, en mieux qu'avant. Pendant cette pause forcée des opérations, j'ai expérimenté de nouvelles recettes. Inspiré par l'inondation, j'ai développé un gâteau océan profond, des couches de velours bleu avec des vagues de crème au beurre en dégradé et du verre de sucre imitant l'eau qui scintillait sous la lumière. J'ai posté des photos de l'avancement en ligne, créant l'anticipation pour la réouverture. La rénovation a pris 2 fois plus de temps que prévu et a coûté 30% de plus que le budget. Il y a eu des nuits où je suis resté éveillé à calculer combien de pâtisseries je devrais vendre chaque jour pendant combien d'années pour récupérer ces investissements. Les chiffres étaient intimidants, mais j'étais allé trop loin pour m'arrêter maintenant. Le jour de la réouverture est arrivé 6 mois après l'inondation. La file de clients s'étendait autour du pâté de maison. Manon a couvert l'événement pour son blog et 3 chaînes d'information locales ont envoyé des journalistes. Le maire a coupé un ruban de cérémonie en disant quelque chose sur la résilience de la communauté des petites entreprises de Rouen. Le gâteau océan profond a été vendu en moins d'1 heure. À l'heure de la fermeture, chaque étagère était vide, et mon terminal de carte de crédit avait traité plus de 4 000 € de vente, plus que n'importe quel jour précédent, par un facteur de 4. J'aurais dû être extatique, mais j'étais trop épuisé pour ressentir autre chose qu'un soulagement engourdi. L'élan s'est poursuivi dans les semaines suivantes. Un critique gastronomique de renom s'est trouvé à visiter alors qu'il était en ville pour une autre mission. Sa critique, publiée dans un magazine gastronomique national, a qualifié mes tourbillons matinaux de valant le détour des monts gâteaux océan profond et l'exploit architectural et gastronomique que des établissements plus grands enviraient. Soudain, mon entreprise unipersonnelle ne pouvait plus suivre la demande. Je dormais 3 heures par nuit, cuisinant de minuit à midi, servant les clients jusqu'à la fermeture, puis commençant la préparation pour le lendemain. Quelque chose devait céder, et si je ne faisais pas de changement, ce serait ma santé. Embaucher de l'aide était une perspective terrifiante. Mes marges étaient encore minces malgré l'augmentation des ventes, et assumer la responsabilité du gagne-pain de quelqu'un d'autre me semblait écrasant. Mais il n'y avait pas d'alternative. J'ai affiché une simple pancarte recherche personnelle et j'ai été surprise de recevoir 32 candidatures en 2 jours. Ma première embauche a été Camille, une étudiante en cuisine avec des cheveux violets et de multiples tatouages qui me rappelaient moi-même 6 ans plus tôt. Former quelqu'un pour maintenir mes standards tout en lui laissant assez d'autonomie pour être efficace a été l'un des défis les plus difficiles à ce jour. J'avais travaillé seul si longtemps que l'articulation de mes méthodes a nécessité le développement d'un tout nouveau langage. La première semaine avec Camille a été rude. Je planais trop, critiquais trop vite, et j'ai failli la perdre quand j'ai refait une fournée de tartelettes qu'elle avait préparée parce que la disposition des fruits n'était pas exactement comme je l'aurais faite. Nous avons eu une conversation franche où elle m'a aidé à voir que je devais faire confiance aux autres si je voulais grandir. Avec Camille s'occupant de la cuisson du matin, je pouvais me concentrer sur les commandes spéciales et le développement de nouveaux produits. J'ai embauché un 2e assistant, Thomas, pour le service au comptoir. Et soudain, j'avais un personnel, des gens qui dépendaient de moi pour leur gagne-pain. La responsabilité était énorme, mais le soulagement de ne pas tout faire seul l'était tout autant. Au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, j'ai commencé à lorgner la boutique vide adjacente à ma pâtisserie. Elle était vide depuis des années,
un ancien pressing qui avait fermé bien avant mon arrivée. Agrandir me permettrait d'ajouter des places assises, d'étendre mon menu pour inclure des options pour le déjeuner, et de créer un espace dédié aux consultations pour les commandes spéciales. Le risque financier était important. Mes prêts existants étaient encore loin d'être remboursés, et contracter une dette supplémentaire pourrait tout faire couler si mes projections de croissance étaient trop optimistes. J'ai passé des semaines à affiner mon business plan, à calculer des scénarios de seuil de rentabilité et à rechercher des options de financement supplémentaires. Finalement, j'ai de nouveau approché Danielle au Crédit Mutuel. Elle se souvenait de moi, et ses premiers mots ont été « J'ai lu un article sur vous dans le blog de Manon. Vous avez dépassé toutes les projections de votre business plan initial malgré des revers catastrophiques. » Elle a approuvé le prêt d'expansion à un taux beaucoup plus raisonnable de 8%. Gérard, voyant le succès de la pâtisserie, était soudain désireux de négocier des conditions favorables pour l'espace adjacent. Les travaux ont commencé sur une porte reliant les deux boutiques, et j'ai conçu une cuisine agrandie qui permettrait un plus grand volume de production. Pendant que mon commerce de détail se développait, j'ai également commencé à développer des comptes de vente en gros avec des cafés locaux. 3 cafés proposaient désormais mes pâtisseries, et une épicerie fine haut de gamme m'avait approché pour fournir des gâteaux spéciaux pour leur rayon pâtisserie. Ces comptes fournissaient un revenu de base fiable qui aidait à lisser la nature imprévisible des ventes au comptant. L'Association des commerçants de Rouen m'a nominé pour son prix de la meilleure nouvelle entreprise, nouvelle étant un terme relatif puisque j'étais maintenant dans ma 6e année d'exploitation. La nomination a apporté une publicité supplémentaire et un article dans le journal local. La journaliste semblait particulièrement intéressée par mon parcours de sans-abri à chef d'entreprise, bien que je l'ai corrigé en disant que je n'avais jamais été sans-abri, juste extrêmement économe et dormant occasionnellement dans mon bureau. La publicité a attiré l'attention de Lise Martin, une célébrité locale mineure qui animait une émission de radio matinale. Elle a commandé son gâteau de mariage à ma pâtisserie, une création de 6 étages que j'ai passé 3 nuits blanches à perfectionner. Quand elle a posté des photos à ses 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, mon nombre d'abonnés en ligne a triplé du jour au lendemain, et j'ai commencé à recevoir des demandes de commandes spéciales des régions voisines. Pour la première fois depuis l'ouverture, j'ai senti que je construisais quelque chose de durable. Je travaillais encore 12 heures par jour, mais plus 20. J'avais réemménagé dans mon appartement. J'avais réduit le capital de mon prêt initial de près de 40%. La panique existentielle qui avait été ma compagne constante pendant des années commençait à s'estomper. C'est à ce moment-là que ma famille est soudainement réapparue dans ma vie. C'était un mardi après-midi, pendant une rare accalmie. La clochette au-dessus de la porte a sonné et j'ai levé les yeux pour voir 3 personnes que je reconnaissais à peine. Les cheveux de ma mère étaient maintenant complètement gris. Mon père avait perdu du poids et gagné des rides. Mon frère Théo avait l'air essentiellement le même, beau de cette manière conventionnelle qui lui avait toujours ouvert des portes, bien que maintenant avec des vêtements de marque et une montre chère. Chloé, a dit ma mère, les bras tendus comme si nous nous étions vus la semaine dernière au lieu de 7 ans plus tôt. Ton père et moi disions justement à Théo que nous devions venir voir cette pâtisserie dont nous entendons parler. Je me suis figé, poche à douille en main, totalement impréparé à cette collision de mon passé et de mon présent. Camille m'a lancé un regard inquiet de derrière le comptoir, sentant ma tension. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je finalement réussi à dire. « Une famille ne peut pas rendre visite » a demandé Théo avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « On a vu ton nom partout ces derniers temps. On s'est dit qu'il était temps pour des retrouvailles. » Et juste comme ça, ma nouvelle vie soigneusement construite a commencé à se fissurer sur les bords. Les retrouvailles ont été pour le moins maladroites. Mes parents ont agi comme si notre éloignement avait été un simple conflit d'horaires plutôt que 7 ans de silence complet. Ils ont déambulé dans ma pâtisserie, examinant tout avec des yeux curieux tout en faisant des commentaires qui oscillaient entre compliments et critiques subtiles. Des choix de décoration si intéressants, a dit ma mère, passant son doigt le long des étagères en bois de récupération que j'avais installées moi-même. Très jeune. Théo était particulièrement intéressé par la cuisine, regardant à travers les portes battantes et posant des questions pointues sur mon équipement. Ces pétrins ont dû coûter une fortune, a-t-il commenté. Les affaires doivent être bonnes. Quand un client est entré pour se renseigner sur les consultations de gâteaux de mariage, mon père est intervenu avant que je puisse répondre. Ma fille est une sacrée entrepreneur, a-t-il dit fièrement, comme s'il avait contribué en quoi que ce soit à ma réussite. J'ai programmé un dîner avec eux ce week-end-là, en partie pour les faire sortir de ma pâtisserie, et en partie parce que, malgré tout, une petite partie de moi désirait encore leur approbation.
Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant de milieu de gamme, assez agréable pour être spécial, mais pas si cher que cela mettrait à rude épreuve mon budget. Alors, raconte-nous tout, a dit ma mère après avoir commandé une entrée qui coûtait plus cher que ce que je dépensais habituellement pour mon propre dîner. Comment tout cela est-il arrivé? Je leur ai donné la version abrégée de mon parcours, en omettant les nuits où j'avais pleuré jusqu'à m'endormir, les fois où j'avais dû choisir entre acheter de la nourriture et payer ma facture d'électricité, la lutte constante contre un système qui semblait conçu pour faire échouer les petits entrepreneurs. Même la version édulcorée aurait dû susciter une certaine reconnaissance de ce que j'avais accompli sans leur aide. Au lieu de cela, Théo a levé son verre pour porter un toast. Au coup de chance de Chloé. J'ai toujours su que tu avais un don pour la pâtisserie. Un coup de chance, ai-je répété, incapable de cacher mon incrédulité. Eh bien, oui, a interjeté ma mère doucement. Trouver cet emplacement, faire en sorte que ces blogueurs culinaires te remarquent. Certaines personnes luttent pendant des années sans avoir une telle fortune. Mon père a hoché la tête sagement. L'emplacement est tout dans le commerce de détail. Tu es certainement tombé sur une bonne situation là. Je voulais leur parler des 6 banques qui m'avaient rejeté, de la réparation de la vieille plomberie avec ma dernière carte de crédit, de la vie dans mon bureau pendant des mois après l'inondation. Au lieu de cela, j'ai souri crispement et j'ai changé de sujet. Et vous, comment allez-vous? La conversation s'est tournée vers leur vie. Mon père avait pris sa retraite de la banque. Ma mère enseignait toujours mais envisageait de prendre sa retraite. Et Théo? Théo avait traversé une série d'opportunités qui, d'une manière ou d'une autre, ne s'étaient jamais tout à fait matérialisées en succès réel. Je fais du conseil, a-t-il expliqué vaguement, j'aide les entreprises à identifier des stratégies de croissance. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je me suis surprise à surveiller leurs expressions, cherchant toujours instinctivement l'approbation que je n'avais jamais reçue. Quand mon père a mentionné qu'il était fier de ce que j'avais construit, j'ai ressenti une pathétique vague de satisfaction, tout en sachant que c'était immérité de sa part. Ils ont insisté pour une visite de mon appartement après le dîner, commentant à quel point il était cosy, un euphémisme pour eux petits et posant des questions étonnamment détaillées sur mes finances. Étais-je propriétaire ou locataire? Quelle était la valeur de l'immobilier dans ce quartier? Est-ce que j'épargnais pour ma retraite? Chaque question ressemblait à une intrusion, mais j'ai répondu poliment, révélant plus que je ne l'avais prévu dans mon désir de me prouver réussi à leurs yeux. Je m'attendais à ce que le dîner soit une reconnexion unique. Mais 3 jours plus tard, Théo s'est présenté à la pâtisserie pendant notre plus grosse affluence du matin. Je voulais juste passer voir comment les choses se passent aux heures de pointe, a-t-il annoncé, passant derrière le comptoir comme s'il y avait sa place. Les clients ont dévisagé alors que je le dirigeais doucement vers le côté client, expliquant les réglementations des services d'hygiène concernant le personnel non autorisé dans les zones de préparation des aliments. Il est revenu le lendemain avec un carnet, s'asseyant à une table d'angle pendant 4 heures, observant nos opérations et prenant des notes. Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il a souri largement. Je m'intéresse juste à l'entreprise familiale. Ce n'est pas une entreprise familiale, Théo, ai-je corrigé. C'est mon entreprise. Il a fait un geste de la main. Tu sais ce que je veux dire. Nous sommes une famille. C'est une entreprise. C'est la même chose. Mes parents ont également commencé à venir régulièrement, toujours pendant nos heures les plus chargées. Ma mère se présentait à mon personnel comme la maman de Chloé et commençait à leur poser des questions personnelles sur leurs antécédents et leurs objectifs de carrière. Mon père a pris l'habitude de signaler des problèmes mineurs aux clients, une tache sur une fenêtre, une table légèrement bancale, toujours avec le préambule « Ma fille fait de son mieux, mais… » Une semaine après leur première visite, ils se sont invités à ma réunion de fournisseurs avec un nouveau vendeur de farine biologique. Ils sont arrivés en avance et étaient déjà en pleine conversation avec lui quand je suis arrivé. Nous sommes si fiers de ce que Chloé construit, disait ma mère. La famille a toujours soutenu ses rêves. J'ai ravalé mon objection et j'ai procédé à la réunion, consciente de présenter un front uni aux fournisseurs. Ensuite, Théo m'a bombardé de questions sur mes marges, mes contrats de fournisseurs et ma stratégie de prix. Chaque réponse semblait le satisfaire d'une manière qui me rendait de plus en plus mal à l'aise. Tu as construit une base solide ici, a-t-il dit, étudiant mes relevés de vente quotidiens qu'il avait trouvés sur le bureau de mon bureau. Avec la bonne vision stratégique, cela pourrait vraiment s'étendre. La fréquence de leurs visites a augmenté au cours des semaines suivantes. Théo a commencé à amener des associés à la pâtisserie,
les présentant comme un autre boulanger et les discutant de plans futurs en termes vagues qui impliquaient sa participation. Mes parents ont invité mes employés clés à dîner sans me consulter, les renvoyant avec des histoires sur mon enfance et des suggestions subtiles que mon personnel devrait garder l'esprit ouvert aux changements à venir. Camille m'a approché après un de ces dîners, l'inquiétude évidente dans son expression. « Chloé, ton frère m'a dit qu'il allait prendre un rôle plus actif dans la gestion bientôt. C'est vrai? Tu le fais entrer comme partenaire? » La question m'a frappé comme un coup physique. Absolument pas, l'ai-je assuré. C'est mon entreprise. Je l'ai construite seule, et je ne cherche pas de partenaire. Mais la graine du doute avait été plantée, non seulement chez Camille, mais chez tout mon personnel. Je les ai remarqués en train de regarder Théo quand il venait, se demandant s'il serait bientôt leur patron. Mes fournisseurs ont commencé à lui adresser des questions lors des réunions malgré mes corrections. Même certains clients réguliers ont commencé à le saluer par son nom, l'interrogeant sur sa participation. Le stress a commencé à affecter mon travail. Pour la première fois depuis l'ouverture, j'ai brûlé une fournée de viennoiserie du matin parce que j'étais distraite par des pensées sur la présence croissante de ma famille. Je me suis surprise à vérifier la porte chaque fois que la clochette sonnait, me tendant quand je les voyais entrer. Ma créativité en a souffert. Je n'avais pas développé de nouvelles recettes depuis des semaines. Un après-midi, je suis sorti dans la ruelle derrière la pâtisserie pour prendre une brève pause de l'attention à l'intérieur. À travers la porte arrière entr'ouverte, j'ai entendu la voix de Théo. Il était au téléphone, ignorant ma présence. « Non, crois-moi, c'est une mine d'or, disait-il. Elle n'a aucune idée de comment faire passer ça à l'échelle supérieure. Une fois que j'aurai sécurisé ma position, nous pourrons parler de ces opportunités d'expansion dont nous avons discuté. Oui, je travaille à m'implanter avant qu'elle ne comprenne ce qui lui arrive. L'angle familial fonctionne parfaitement. Elle est tellement désespérée d'approbation, elle partage tout. Mon sang s'est glacé en réalisant toute l'étendue de ses intentions. Il ne s'agissait pas du tout de retrouvailles familiales. Il s'agissait pour Théo de trouver sa prochaine opportunité, et cette opportunité était ma pâtisserie. J'ai confronté Théo immédiatement, mes mains tremblant de colère et de trahison. « Je t'ai entendu », ai-je dit en rentrant dans la pâtisserie. « J'ai entendu tout ce que tu viens de dire au téléphone. » Son visage a enregistré le choc pendant un instant seulement avant de se lisser en un sourire d'entraînement. « De quoi parles-tu ? La mine d'or, sécuriser ta position, utiliser l'angle familial pour obtenir des informations de moi. » Théo a ri, secouant la tête comme si j'avais dit quelque chose de ridicule. « Chloé, tu es sous tellement de stress à gérer cet endroit toute seule. Tu imagines des choses. » Avant que je puisse répondre, mes parents sont entrés. Un timing parfait, comme toujours. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a demandé ma mère, nous regardant tour à tour. « Chloé pense que j'essaie de voler sa pâtisserie ou quelque chose d'aussi insensé, » a dit Théo, son ton me faisant passer pour paranoïaque. J'étais au téléphone avec un ami pour discuter d'une opportunité commerciale complètement différente. Mon père a froncé les sourcils. « Chloé, tu as toujours eu cette tendance à imaginer le pire chez les gens, surtout la famille. C'est pourquoi tu t'es enfui il y a toutes ces années. » Je ne me suis pas enfui, ai-je dit à travers les dents serrées. Je suis parti parce que vous m'avez fait comprendre que je n'étais pas une priorité. Tu vois, a soupiré ma mère en se tournant vers Théo. Elle est toujours aussi méfiante après tout ce que nous avons fait. Le gaslighting était si flagrant que ça m'a coupé le souffle. J'avais des preuves claires des intentions de Théo. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, on me faisait sentir comme si j'étais la personne déraisonnable. Ça avait été leur dynamique toute ma vie. Théo ne pouvait rien faire de mal, et mes préoccupations étaient toujours rejetées comme des réactions excessives. Je leur ai demandé de partir et, à ma grande surprise, ils ont obtempéré sans argumenter. Mais le lendemain, ils sont revenus avec une nouvelle approche. La famille doit rester soudée, a commencé ma mère, posant un gratin maison sur mon comptoir, le même plat de thon et de nouilles que j'avais détesté enfant. Nous avons pensé à quel point tu travailles dur, Chloé. Ce n'est pas sain. Tu as besoin de soutien, a ajouté mon père. C'est ce que la famille fournit. Théo a hoché la tête solennellement. Je sais que nous avons une eau différente, mais au final, le sang est plus épais que l'eau. Nous devrions travailler ensemble, pas l'un contre l'autre. Leur performance synchronisée aurait été impressionnante si elle n'avait pas été si transparente.
Il posait les bases de ce qui allait suivre, le plaidoyer pour l'implication de Théo dans mon entreprise sous le couvert de la loyauté familiale. C'est arrivé plus tôt que je ne l'avais prévu. La semaine suivante, Théo est arrivé avec un homme qu'il a présenté comme Nathan, un collègue expert en entreprise familiale. Nathan a présenté une carte de visite, l'identifiant comme consultant en entreprise familiale. Mais une recherche rapide sur Internet pendant sa pause aux toilettes a révélé que sa spécialité était en fait d'aider les membres de la famille à obtenir des parts dans des entreprises prospères créées par des parents. Chaque entreprise familiale a besoin d'un plan de succession clair, a expliqué Nathan, étalant des brochures sur le bureau de mon bureau. Sans structure appropriée, ces entreprises échouent souvent lors des transitions. Ce n'est pas une entreprise familiale, ai-je répété pour ce qui m'a semblé être la 100e fois. Et il n'y a pas de transition en cours. Théo s'est éclairci la gorge. En fait, Chloé, j'ai pensé à quitter mon cabinet de conseil pour me concentrer à plein temps à t'aider à développer la pâtisserie. Avec ma formation en école de commerce et mes relations, nous pourrions vraiment nous développer. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Il ne s'agissait pas seulement pour Théo de vouloir une part de mon succès. Il en avait besoin. Sa vague entreprise de conseil était probablement une autre aventure ratée, et il voyait ma pâtisserie comme son salut. J'ai décliné son offre fermement mais poliment, citant mon désir de maintenir la propriété exclusive. La réunion s'est terminée par des sourires crispés et des promesses de poursuivre la conversation malgré ma réponse claire. Le lendemain, j'ai reçu un appel étrange d'un de mes fournisseurs. « Je suis un peu confus », a-t-il dit. « J'ai reçu un appel de quelqu'un prétendant être le représentant commercial de votre famille, me posant des questions sur nos conditions contractuelles et si nous pouvions accueillir des commandes plus importantes pour des opérations de franchise. Des appels similaires sont venus de mon propriétaire, de mon agent d'assurance et de 2 de mes comptes de gros. » Théo contactait systématiquement toutes les personnes liées à mon entreprise, se présentant comme un représentant autorisé et recueillant des informations auxquelles je ne lui avais jamais donné accès. L'intrusion est devenue encore plus flagrante lorsque Théo a de nouveau approché Camille, cette fois avec une proposition. Quand la structure de gestion changera, lui a-t-il dit, je chercherai un chef pâtissier. Chloé se concentrera davantage sur l'aspect commercial. Le poste serait assorti d'une augmentation substantielle. Camille, à son crédit, m'a immédiatement rapporté cela. Je ne veux pas d'une promotion qui te sape, a-t-elle dit avec ferveur. Quel que soit le jeu auquel votre famille joue, ça ne m'intéresse pas, sa loyauté aurait dû être réconfortante, mais elle n'a fait qu'accentuer mon anxiété quant à ce que Théo pourrait dire à mes autres employés ou contacts professionnels. La pâtisserie était devenue un champ de bataille, avec ma famille déployée comme des agents infiltrés, cherchant à saper mon autorité de l'intérieur. Le stress a commencé à se manifester physiquement. J'ai développé de l'insomnie, restant souvent éveillé, rejouant les confrontations avec ma famille et en imaginant de pire à venir. J'ai perdu 4 kilos en 2 semaines, mes vêtements flottant sur moi. Les crises de panique sont devenues une occurrence régulière, frappant sans avertissement pendant les moments calmes dans la cuisine. Un matin particulièrement difficile, après une nuit sans sommeil, j'ai reçu un appel de ma banque. Mademoiselle Dubois, nous appelons pour clarifier certaines informations contradictoires. Nous avons reçu des documents concernant un changement dans la structure de votre entreprise, mais il semblait y avoir des divergences. Mon cœur s'est emballé alors que le représentant expliquait que quelqu'un avait soumis des documents suggérant une transition vers un modèle de partenariat familial. La banque l'avait signalé parce que les signatures ne correspondaient pas à leur dossier. Je n'ai jamais soumis de tels documents, ai-je dit, ma voix tremblante. Il n'y a aucun changement dans la structure de mon entreprise. Après avoir sécurisé mes comptes avec des exigences de vérification supplémentaires, j'ai confronté ma famille lors de leur prochaine visite. Théo a nié toute connaissance des documents bancaires, exprimant un choc théâtral que quelqu'un puisse tenter une telle fraude. Mes parents ont suggéré que cela pourrait être un concurrent essayant de causer des problèmes, peut-être Alain de la pâtisserie d'Ourève. Le gaslighting a continué alors que mes parents lançaient une nouvelle ligne d'attaque, se concentrant maintenant sur la perception de la communauté. Les gens commencent à parler, a dit ma mère lors d'une visite inopinée. Sur la façon dont tu as abandonné ta famille en difficulté malgré ton succès. De quoi parlez-vous, ai-je demandé. C'est vous qui êtes arrivé ici après 7 ans de silence, seulement quand mon entreprise a commencé à être reconnue. Ce n'est pas comme ça que les gens le verront, a répondu mon père doucement. Ils verront une fille qui a tourné le dos à sa famille dans le besoin. Est-ce la réputation que vous voulez pour votre pâtisserie? La menace était claire.
Se conformer à leurs exigences ou ils nuiraient à ma réputation dans la communauté que j'avais mis tant de temps à construire. C'était manipulateur et cruel, ciblant les relations que je valorisais le plus. Le coup suivant de Théo fut encore plus direct. Lors d'une inspection sanitaire de routine, l'inspecteur a mentionné qu'un citoyen concerné avait signalé de possibles violations du code dans ma cuisine. Bien que l'inspection n'ait rien trouvé, l'implication était claire lorsque Théo a plus tard commenté « C'est difficile quand les réglementations changent si souvent. Dur pour une petite entreprise de suivre. » J'ai passé la semaine suivante en mode hypervigilant, vérifiant et revérifiant chaque aspect de mon exploitation pour les vulnérabilités potentielles que ma famille pourrait exploiter. J'ai installé des caméras de sécurité, changé tous mes mots de passe et demandé au personnel de ne partager aucune information avec les membres de ma famille. Juste au moment où je pensais que la situation ne pouvait pas devenir plus stressante, j'ai reçu une notification de mon système de points de vente concernant des tentatives d'accès inhabituelles. Quelqu'un avait essayé de se connecter à mes comptes plusieurs fois. L'adresse IP remontait à un café où Théo travaillait fréquemment. J'étais en train de changer toute ma sécurité numérique lorsque ma famille est arrivée pour ce qui serait leur embuscade finale. La date était significative, exactement 5 ans et un jour après avoir signé le bail de ma pâtisserie, le lendemain du jour où j'avais effectué le dernier paiement de mon prêt initial. La clochette a sonné et ils sont entrés en bloc. Théo devant, mes parents le flanquant comme des seconds rôles dans sa production. Théo portait un dossier manille. Ma mère serrait son sac à main, les jointures blanches. Mon père portait la même expression qu'il avait lorsqu'il me disciplinait enfant. Chloé, a commencé Théo sans préambule, nous devons parler de l'avenir de cette pâtisserie. J'ai fermé plus tôt ce jour-là, retournant le panneau sur fermé et demandant à mes 2 employés de prendre le reste de l'après-midi. Quoi qu'il soit sur le point de se passer, je ne voulais pas de public. Nous nous sommes réunis dans ma petite salle de conférence, en réalité juste un coin de l'espace agrandi avec une table qui accueillait normalement les consultations de gâteaux. Théo a placé le dossier au centre de la table avec le panache théâtral d'un magicien révélant un tour. Nous avons préparé des documents qui officialiseront l'implication de notre famille dans la pâtisserie, a-t-il annoncé. Un accord de partenariat qui m'accorde 50% de la propriété, avec maman et papa servant de conseil consultatif. Je l'ai regardé, me demandant si c'était une blague élaborée. Pourquoi signerais-je la moitié de mon entreprise à toi? Ma mère a tendu la main sur la table pour me tapoter la main. Chloé, ma chérie, les entreprises familiales appartiennent à toute la famille. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas une entreprise familiale, ai-je dit pour ce qui m'a semblé être la 1000e fois. Je l'ai construite seule. Vous n'étiez pas là quand je travaillais 3 emplois pour économiser le capital de départ. Vous n'étiez pas là quand je peignais ces murs à 3 heures du matin. Vous n'étiez pas là quand l'inondation a tout détruit ce que j'avais construit. Ce n'est pas tout à fait vrai, a interjeté mon père. Nous avons toujours été là en esprit. Nous sommes ta fondation, Chloé. L'absurdité de cette déclaration m'aurait fait rire si la situation n'était pas si grave. Théo a poussé le dossier vers moi, l'ouvrant pour révéler des documents juridiques rédigés avec bien plus de détails que je ne l'aurais attendu. Ce n'était pas une proposition impulsive. Il planifiait cela depuis des semaines, peut-être des mois. J'ai développé une stratégie commerciale pour l'expansion régionale, a expliqué Théo. Avec ma formation en école de commerce et mes relations, nous pourrions ouvrir 3 autres emplacements en 18 mois. Mais j'ai besoin d'avoir des parts pour m'engager pleinement. Formation en école de commerce, ai-je répété. Tu as abandonné la fac 2 fois. Il a fait un geste de la main. J'ai suivi les cours essentiels. Le diplôme n'est qu'une formalité. J'ai feuilleté les documents, notant avec une alarme croissante le contrôle étendu que Théo aurait en vertu de cet arrangement. Il gérerait tous les aspects financiers tandis que je serais relégué à la supervision de la production, devenant essentiellement une pâtissière dans ma propre pâtisserie. C'est insultant, ai-je dit en fermant le dossier. Je ne signerai pas ça. L'attitude amicale de Théo s'est légèrement durcie. Chloé, sois raisonnable. Ce quartier devient beaucoup plus chic grâce à tes efforts. Les loyers commerciaux vont monter en flèche lorsque ton bail sera renouvelé. As-tu le capital pour soutenir cela? C'était une bonne question, et une qui m'avait tenu éveillé de nombreuses nuits. Mon bail devait être renouvelé dans 8 mois et j'économisais déjà pour l'augmentation inévitable. Mais je n'allais pas admettre cette vulnérabilité à Théo. Je me débrouillerai comme je l'ai toujours fait. Ma mère a soupiré de façon dramatique.
La communauté t'a accueilli comme l'une des réussites de Rouen. Comment penses-tu qu'il réagirait s'il savait que tu as abandonné ta famille en difficulté? Ton frère a eu tant de mal à trouver sa voie. Est-ce que tu me menaces avec l'opinion publique? Ai-je demandé, incrédule. Pas une menace, a corrigé mon père, juste une indication des conséquences potentielles. Les gens apprécient la loyauté familiale. Le chantage implicite était aussi transparent que méprisable. Il me peindrait comme la méchante, la fille égoïste qui refusait d'aider sa famille malgré son succès. Dans une ville axée sur la communauté comme Rouen, un tel récit pourrait endommager les relations que j'avais mis des années à construire. Théo s'est penché en avant, sa voix baissant à un ton confidentiel. Tu sais, les réglementations des services d'hygiène deviennent de plus en plus strictes chaque année. Ce serait dommage si quelqu'un remarquait comment tu utilises parfois l'arrière-salle pour le stockage sans les améliorations de ventilation appropriées. Je me suis figé. C'était une violation mineure que j'avais l'intention de corriger, mais la menace immédiate était claire. Est-ce que tu menaces de me dénoncer au service d'hygiène si je ne signe pas? Bien sûr que non, a-t-il souri. Je suis juste préoccupé par la conformité. En tant que partenaire, je pourrais aider à garantir que tout est aux normes. La conversation a continué sur ce ton pendant près de 2 heures. Des menaces voilées alternant avec des appels à la loyauté familiale, la culpabilité sur leurs prétendues difficultés et des rappels de la façon dont ils m'avaient soutenu. Chaque fois que je refusais, ils ajustaient leur approche, trouvant de nouveaux points de pression à cibler. Tu sais, a dit Théo finalement, sa patience s'usant visiblement, je t'ai donné l'idée de cette pâtisserie il y a des années. Tu te souviens de cette conversation à Noël quand j'ai dit, tu devrais vendre tes biscuits commercialement. Je l'ai regardé, incrédule. J'avais quitté la maison à 18 ans. Il n'y avait jamais eu une telle conversation. C'était une fabrication pure et simple. Pourtant, il l'a livrée avec une telle confiance que pendant un instant, j'ai presque douté de ma propre mémoire. Ça n'est jamais arrivé, Théo. Maman et papa s'en souviennent tous les deux, a-t-il insisté. Mes parents ont hoché la tête en accord synchronisé. Je fais partie de cela depuis le début, Chloé. Je demande juste une reconnaissance formelle de ce fait. Je me suis levé, ma décision prise. Je pense que nous avons terminé ici. Je ne signerai rien. L'expression de Théo s'est assombrie. Tu as toujours été têtu. Nous essayons de t'aider, mais tu es trop fier pour le voir. Cette réunion est terminée, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Tu le regretteras, a prévenu mon père alors qu'il rassemblait leurs affaires. La famille, c'est pour toujours, Chloé. Tu ne peux pas y échapper. Je les ai regardés partir. Un curieux sentiment de calme remplaçant l'anxiété qui m'avait tourmenté pendant des semaines. Ils avaient enfin montré leurs véritables intentions, dépouillées de tout prétexte. Maintenant, je savais exactement à quoi j'avais affaire. Le lendemain matin, j'ai appelé Angèle Rivière, une avocate que j'avais consultée lors du litige d'assurance après l'inondation. J'ai expliqué la situation, y compris les menaces voilées et les tactiques de manipulation. C'est malheureusement courant avec les entreprises familiales, Angèle. Bien que dans votre cas, ce soit particulièrement flagrant puisqu'ils n'ont joué aucun rôle dans la construction de l'entreprise. Que puis-je faire, ai-je demandé. Documenter tout, a-t-elle conseillé. Chaque conversation, chaque visite, chaque circonstance inhabituelle qui pourrait être liée à leurs efforts, et sécuriser votre entreprise légalement. Au cours de la semaine suivante, j'ai suivi ces conseils méticuleusement. J'ai installé des caméras de sécurité supplémentaires, sauvegardé tous mes dossiers d'entreprise hors site et alerté mon personnel de signaler immédiatement tout contact de ma famille. J'ai changé les serrures des portes de la pâtisserie et ajouté une protection par mot de passe à mes systèmes informatiques. Je me préparais à la bataille, mais je ne m'attendais pas à ce que ma famille intensifie si rapidement. 8 jours après avoir rejeté leur proposition de partenariat, j'ai reçu un avis d'une action en justice intentée contre ma pâtisserie. Théo prétendait avoir un accord de partenariat verbal avec moi datant de la création de la pâtisserie. Il alléguait qu'il avait fourni une contribution conceptuelle et stratégique essentielle pendant les étapes de planification et qu'on lui avait promis une participation formelle une fois que l'entreprise deviendrait rentable. C'était complètement fabriqué mais conçu de manière juste assez plausible pour qu'un tribunal doive enquêter. La conséquence immédiate a été le gel temporaire de mes comptes professionnels en attendant l'examen judiciaire initial. Sans accès à mes comptes, je ne pouvais pas payer les fournisseurs, traiter la paie ou couvrir les dépenses courantes.
C'était une manœuvre calculée conçue pour créer une pression maximale en un minimum de temps. Théo espérait probablement que je capitulerais plutôt que de mener une bataille juridique prolongée que je ne pourrais peut-être pas me permettre. Angèle m'a rassuré que son dossier était faible, mais a prévenu que les procédures judiciaires pourraient s'éterniser pendant des mois. Il parie que vous accepterez un règlement pour mettre fin rapidement à la pression financière, a-t-elle expliqué. Alors il a mal calculé, ai-je répondu. Une détermination froide remplaçant mon anxiété antérieure. Je n'ai pas survécu à tout le reste juste pour céder ma pâtisserie maintenant. Avec les conseils d'Angèle, j'ai déposé une contre-plainte pour harcèlement et diffamation. Pendant que nous préparions notre réponse juridique, je devais trouver un moyen de maintenir la pâtisserie en activité avec des comptes gelés. Mon personnel s'est rallié à moi d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Camille a offert ses économies personnelles pour couvrir les coûts des fournitures. Thomas a travaillé contre des IOU plutôt qu'un paiement immédiat. Mon fournisseur de farine, en apprenant la situation, a accordé des conditions de crédit inhabituelles. Manon a organisé une autre collecte de fonds communautaires, cette fois spécifiquement pour soutenir les frais de justice. À travers tout cela, je suis resté étrangement calme. Le stress constant des derniers mois avait consumé toute mon incertitude, ne laissant qu'une détermination résolue. C'était ma pâtisserie. Je l'avais construite à partir de rien. Personne, pas même la famille, n'avait le droit de me la prendre. En rassemblant la documentation pour notre dossier, j'ai découvert quelque chose d'inattendu. En examinant d'anciennes communications avec des fournisseurs, j'ai trouvé un email provenant d'un compte que je ne reconnaissais pas, mais signé de mon nom. Le message demandait des changements aux horaires de livraison et incluait une signature numérisée qui, bien que similaire à la mienne, présentait des différences subtiles. Une enquête plus approfondie a révélé plusieurs communications de ce type, toutes envoyées pendant les périodes où ma famille venait régulièrement. Parmi les nombreux talents de ma mère, il y avait une capacité étrange à imiter l'écriture, une compétence qu'elle avait utilisée pendant mon enfance pour signer des autorisations et des bulletins scolaires sans être scrutée. J'ai également découvert des preuves que Théo avait approché mon principal concurrent, Alain, de la pâtisserie d'Ourève, avec une offre de lui vendre mes recettes et ma liste de clients après avoir pris le contrôle de mon entreprise. La trahison allait encore plus loin que je ne l'avais imaginé. Théo ne voulait pas diriger une pâtisserie. Il voulait dépecer la mienne et passer à sa prochaine opportunité. Angèle a ajouté ses découvertes à notre dossier de plus en plus volumineux. Nous devons présenter toutes ces preuves directement à votre famille, a-t-elle conseillé. Parfois, voir le poids des preuves convainc les gens de se retirer avant les procédures formelles. Nous avons programmé une réunion dans le bureau d'Angèle. J'ai passé la nuit précédente à tout revoir ce que nous avions, compilant un historique complet de mon parcours en solo pour construire la pâtisserie, des témoignages de tous ceux qui avaient aidé en cours de route, des preuves de la manipulation et des tentatives de fraude de ma famille, et la documentation des véritables intentions de Théo. En organisant ces documents, j'ai senti quelque chose changer en moi. La petite fille, cherchant désespérément l'approbation parentale, avait enfin grandi. Je n'avais plus besoin de leur validation. J'avais construit quelque chose de précieux entièrement sans eux, et leur intérêt actuel était lié à l'exploitation, pas à l'amour. Le lendemain matin, ma famille est arrivée au bureau d'Angèle avec son propre avocat, un homme à l'allure lisse dans un costume cher, qui s'est présenté comme Jean-Pierre Barnier. Il semblait surpris par mon calme, s'attendant peut-être à la fille émotive et facilement manipulable dont il se souvenait. Avant de commencer les discussions formelles, a dit Angèle, Chloé aimerait s'adresser à la salle. Je me suis levé, faisant face aux personnes qui partageaient mon sang, mais qui n'avaient jamais vraiment été ma famille. Pendant 5 ans, j'ai construit ma pâtisserie sans aucune aide ni même reconnaissance de votre part, ai-je commencé, ma voix stable. J'ai travaillé 18 heures par jour. J'ai vécu dans mon bureau quand je ne pouvais pas payer de loyer. J'ai survécu aux inondations, aux concurrents, aux travaux et à d'innombrables autres défis qui auraient détruit la plupart des entreprises. J'ai placé des photographies sur la table, des images de la devanture délabrée d'origine, de moi peignant les murs seuls à minuit, de la cuisine endommagée par l'inondation, de la reconstruction progressive. À aucun moment pendant ces 5 années, l'un de vous n'a appelé, visité ou exprimé de l'intérêt pour ma vie. Vous êtes réapparu exactement un jour après que j'ai fait le dernier paiement de mon prêt commercial initial. Votre timing n'était pas une coïncidence. Théo a commencé à interrompre, mais j'ai levé la main. J'ai des documents prouvant de multiples cas de fraude, y compris des signatures falsifiées,
des communications non autorisées avec mes fournisseurs et des tentatives d'accès à mes comptes professionnels sans permission. J'ai des enregistrements de Théo menaçant d'une action réglementaire si je ne me conformais pas à ses exigences. Et j'ai la preuve de son plan de vendre mes recettes et mes informations clients à mon principal concurrent après avoir pris le contrôle de mon entreprise. J'ai présenté chaque preuve méthodiquement. Le visage de ma mère a pâli lorsque j'ai présenté les signatures falsifiées. Mon père avait l'air de plus en plus mal à l'aise alors que l'enregistrement de ces menaces voilées était diffusé. Théo a maintenu son expression confiante, mais j'ai remarqué un léger tic dans sa mâchoire, un signe d'enfance qui émergeait toujours quand il était acculé. Voici ce qui va se passer ensuite, ai-je continué. Vous retirerez immédiatement toutes les plaintes contre moi et ma pâtisserie. Vous signerez des accords juridiquement contraignants de ne plus jamais tenter de me contacter, ni mes employés, ni aucune entité liée à mon entreprise. En retour, je ne poursuivrai pas de poursuites pénales pour fraude, falsification et chantage. Jean-Pierre Barnier a commencé une réponse fanfaronne sur les malentendus familiaux et les négociations de bonne foi, mais Angèle l'a réduit au silence d'un simple sourcil levé. Ma cliente a été extrêmement généreuse dans son offre, a-t-elle dit. Les preuves ici soutiendraient non seulement le rejet des plaintes de votre client, mais potentiellement des poursuites pénales. Je vous suggère d'examiner attentivement ces documents avant de répondre. Nous les avons laissés examiner les preuves, attendant dans une salle de conférence adjacente. 30 minutes plus tard, Jean-Pierre a demandé à parler à Angèle seule. Quand elle est revenue, elle souriait légèrement. Ils signeront les accords, a-t-elle rapporté. La plainte sera retirée d'ici demain matin, et votre compte devrait être débloqué dans les 48 heures. Quand nous sommes retournés dans la salle de conférence, l'atmosphère avait radicalement changé. Jean-Pierre rangeait déjà sa mallette. Mon père était assis, regardant ses mains. Ma mère s'éponguait les yeux avec un mouchoir. Toujours la victime, même maintenant. Théo était le seul à croiser mon regard, son expression un mélange de colère et de quelque chose qui aurait pu être du respect. « Tu as changé » a-t-il dit doucement. « Non, les jeux corrigés. J'ai grandi. Il y a une différence. » Alors qu'il se préparait à partir, Théo s'est arrêté dans l'embrasure de la porte. « Pour ce que ça vaut, tu as construit quelque chose d'impressionnant. Je t'ai sous-estimé. Les mots qui avaient autrefois été tout ce que je voulais de ma famille ne signifiaient plus rien. Oui, ai-je convenu. Tu l'as fait. » Alors qu'il se tournait pour partir, j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais attendu, des larmes dans les yeux de Théo. Pas de remords ou d'amour, mais de la prise de conscience de ce qu'il avait perdu. Pas seulement une pâtisserie qu'il pouvait exploiter, mais une sœur qui était devenue plus forte que quiconque ne l'avait prévu. La famille dans laquelle j'étais né est sortie de ma vie ce jour-là. Je ne les ai plus jamais revus. Le tribunal a officiellement rejeté la plainte de ma famille 3 jours plus tard avec préjudice, ce qui signifie qu'il ne pourrait jamais redéposer la même plainte. Le juge les a condamnés à payer mes frais de justice, une petite victoire qui semblait néanmoins significative. Mes comptes ont été débloqués et les opérations commerciales sont revenues à la normale, ou plutôt à une nouvelle normalité, car rien n'était tout à fait pareil après ce qui s'était passé. L'expérience m'avait fondamentalement changé. Le besoin persistant d'approbation familiale qui avait inconsciemment influencé tant de mes décisions avait disparu. À sa place se trouvait une confiance lucide que je n'avais jamais pleinement possédée auparavant. La menace écartée, j'ai mis en place des mesures de sécurité permanentes pour protéger ce que j'avais construit. J'ai restructuré mon entreprise légalement, créant un accord d'exploitation blindé qui clarifiait la propriété et la planification de la succession. J'ai amélioré les systèmes de sécurité, amélioré les protocoles de tenue de registre et établi des limites claires avec tout le monde dans ma vie professionnelle. Étrangement, toute cette épreuve avait rehaussé le profil de ma pâtisserie dans la communauté. Le mot s'était répandu sur la tentative de prise de contrôle de ma famille, se transformant en un récit de David contre Goliath qui a trouvé un écho auprès des partisans des petites entreprises de Rouen. L'histoire de la fille du coin qui a construit une pâtisserie à partir de rien et l'a défendue contre vent et marée est devenue une histoire à laquelle les gens se sont connectés. Les ventes ont augmenté de 30% dans le mois qui a suivi la résolution juridique. J'ai reçu des invitations à prendre la parole lors de réunions d'associations professionnelles, à encadrer de jeunes entrepreneurs par le biais de l'IUT et à consulter d'autres propriétaires de petites entreprises confrontés à des défis similaires. Avec l'augmentation des revenus, j'ai pu donner à Camille et Thomas des augmentations substantielles et embaucher 2 membres du personnel supplémentaire. J'ai créé un fonds d'urgence assez grand pour couvrir 6 mois de dépenses d'exploitation,
Un tampon de sécurité dont j'avais toujours rêvé mais que je n'avais jamais réussi à accumuler. L'expérience a également changé ma façon de voir mon rôle d'employeur. Ayant ressenti la vulnérabilité d'être sous-évalué et exploité, je suis devenu passionné par la création d'un lieu de travail où tout le monde se sentait en sécurité et apprécié. J'ai mis en place le partage des bénéfices, des horaires flexibles et des opportunités de développement professionnel, les choses que j'avais souhaitées au début de ma carrière. 6 mois après la fin de la bataille juridique, une opportunité inattendue s'est présentée. Un emplacement commercial de premier choix dans le centre-ville de Rouen, un endroit que je n'aurais jamais pu me permettre à mes débuts, est devenu disponible lorsqu'une chaîne nationale a fermé son point de vente local. La gestionnaire de l'immeuble m'a contacté directement, offrant des conditions de location favorables car, comme elle l'a expliqué, nous voulons des réussites locales, pas plus de sociétés sans visage. Après une analyse financière minutieuse, j'ai décidé de prendre le risque. L'emplacement du centre-ville deviendrait ma boutique phare, tandis que la pâtisserie d'origine se transformerait en cuisine de production et centre de formation. J'ai appelé cela un acte de foi, mais ce n'en était pas vraiment un. C'était une décision calculée basée sur 5 ans de résilience prouvée et une demande croissante. L'expansion a nécessité un financement supplémentaire, mais cette fois, les banques se sont disputées mes affaires. Ma chargée de clientèle, une jeune femme qui me rappelait moi-même 6 ans plus tôt, a offert des conditions que j'aurais à peine pu imaginer lors de mes premières luttes. Votre historique commercial est impressionnant, a-t-elle dit en examinant ma demande. Particulièrement votre capacité d'adaptation lors de multiples crises. C'est ce que nous recherchons. Pas seulement le succès, mais une résilience prouvée. L'emplacement du centre-ville a ouvert exactement 1 an après que j'ai fait le dernier paiement de mon prêt initial. La file de clients s'étendait autour du pâté de maison, rappelant ma réouverture après l'inondation, mais sans l'anxiété financière sous-jacente. Cette fois, je pouvais profiter pleinement du moment. Le nouvel espace comprenait une cuisine aux parois de verre où les clients pouvaient observer la création de pâtisseries en temps réel, des sièges confortables pour ceux qui voulaient s'attarder, et une salle de consultation spéciale pour les commandes sur mesure. Je l'ai baptisé « Parti de rien », embrassant le voyage qui m'avait amené ici. Lors de la grande ouverture, Manon m'a interviewé pour son blog culinaire désormais diffusé à l'échelle nationale. En regardant en arrière, a-t-elle demandé, que diriez-vous aux autres entrepreneurs confrontés à des défis similaires? J'ai soigneusement réfléchi à la question, pensant à tous les jeunes entrepreneurs qui pourraient être en difficulté comme je l'avais été autrefois. Construisez quelque chose d'authentique, ai-je finalement répondu. Quelque chose qui vous appartient vraiment. Le succès n'est pas seulement financier. C'est créer quelque chose de significatif qui représente vos valeurs et votre vision. Et quand les défis arrivent, parce qu'ils arrivent toujours, rappelez-vous que la résilience, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de toujours se relever. À la fin de l'interview, j'ai regardé autour de moi ce que j'avais créé. Pas seulement une pâtisserie, mais une communauté. Camille était devenue une chef pâtissière exceptionnelle, formant maintenant nos nouveaux membres de l'équipe avec la même patience qu'elle m'avait montrée. Thomas gérait les opérations en salle avec chaleur et efficacité. Les clients réguliers se saluaient par leur nom, nouant des amitiés qui s'étendaient au-delà de nos murs. C'était, réalisais-je, la vraie famille que j'avais construite, pas une connectée par le sang, mais par des valeurs partagées et un respect mutuel. 3 ans après la confrontation familiale, l'association des commerçants de Rouen a nommé la pâtisserie Parti de rien entreprise de l'année. Debout sur le podium pour accepter le prix, j'ai réfléchi au chemin qui m'avait mené là, d'une devanture délabrée avec un four d'occasion à une entreprise florissante avec 2 emplacements et 15 employés. Le succès est rarement une ligne droite, ai-je dit au public. C'est une série de défis surmontés, de leçons apprises et de relations construites. L'ingrédient le plus important n'est pas le capital ou les relations. C'est la persévérance. La semaine suivante, j'ai lancé un programme de mentorat spécifiquement pour les jeunes femmes entrepreneurs confrontées aux barrières que j'avais rencontrées. La fondation Parti de rien a fourni des microcrédits, des conseils commerciaux et un soutien moral à celles qui commençaient avec des ressources limitées mais une détermination illimitée. Ma première mentorée était une mère célibataire de 20 ans avec un talent pour la conception web et aucune formation commerciale formelle. La voir naviguer les premiers défis avec mon soutien m'a donné un sens du but au-delà de mon propre succès. Quand elle a décroché son premier grand client, sa joie est devenue la mienne aussi. 5 ans jour pour jour après l'ouverture de ma première pâtisserie, je me tenais dans ma cuisine du centre-ville avant les heures d'ouverture, prenant un rare moment de solitude. L'odeur du pain frais remplissait l'air.
La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres et le bourdonnement silencieux des pétrins créait une bande-son que j'avais appris à aimer. À ce moment de réflexion, j'ai réalisé quelque chose de profond. La pâtisserie pour laquelle je m'étais si durement battu pour construire et protéger n'était pas seulement une entreprise. C'était la preuve physique que croire en soi quand personne d'autre ne le fait n'est pas une illusion. C'est le premier pas vers la création de quelque chose de significatif. Le voyage de rien à quelque chose m'avait changé d'une manière que je n'aurais jamais anticipée. Les épreuves ne m'avaient pas brisé. Elles m'avaient forgé en quelqu'un de plus fort, de plus sage et de plus compatissant que je n'aurais jamais pu le devenir sans elles. Les trahisons m'avaient appris à valoriser les relations authentiques. Les luttes m'avaient donné une perspective qu'aucun succès facile n'aurait pu fournir. J'avais construit ma pâtisserie à partir de rien, l'avais défendue contre ceux qui essayaient de la réclamer, et l'avait transformée en quelque chose de plus grand que ce que j'avais initialement imaginé. Mais la transformation la plus importante n'était pas dans l'entreprise, elle était en moi.